Cla, bonjour, moi c'est Lali Moi, c'est Emma. et bienvenue sur Oops, we said it. épisode d'aujourd'hui. Non, déjà, comment vas-tu? Bah écoute, ça va. Et est-ce que tu sais Pourquoi, pourquoi? pourquoi t'es longue comme ça à répondre? Parce que j'ai décidé d'être un peu mystérieuse aujourd'hui. Non, pas du tout. Est-ce que tu sais quel jour on est, le jour où cette vidéo sort? Nous sommes le 11 mars et Emma fête ses 19 ans aujourd'hui. Happy Donc je veux, birthday to me! je veux plein de joyeux anniversaire dans les Je suis trop commentaires. contente. C'est pas encore, voilà, s'il y en a un qui me souhaite pas mon joyeux anniversaire dans les commentaires, ça va barder, très clairement. On va vous retrouver. Déjà, donnez-nous du buzz. Ouais, oh là là. Donc épisode d'aujourd'hui, épisode sur les SCP. Épisode beaucoup demandé, donc on est hyper et même nous, on est hyper contente de le faire parce que c'est un peu un truc avec lequel on a grandi, mine de rien, avec, Marie Frozen Crystal Ouais. et aujourd'hui, c'est à notre tour d'être, de conter ces histoires. On est les Marie Frozen Crystal, de 2026. Est-ce qu'on commencerait pas par tout simplement expliquer, qu'est-ce que la Fondation SCP? Parce que j'imagine que tout le monde ne connaît pas forcément, surtout si vous avez pas grandi dans le côté un peu dark. Peut-être pas d'internet non plus, Le mais les dark web. vidéos un peu dark de l'époque. Non, peut-être pas non plus, on n'est pas à ce stade, mais Non, non, non. dans cette ère, Ouais. tout Ouais, simplement. bah, oui, bah, de toute façon, il faut récapituler. OK. Alors, je vais expliquer pour que tout le monde se remette sur les bonnes bases. La Fondation SCP est une organisation secrète dont la mission est simple, mais essentielle: sécuriser, contenir et protéger. Partout dans le monde, des phénomènes inexpliqués existent, des objets qui défient les lois de la physique, des créatures impossibles, des lieux qui ne devraient pas exister. La Fondation les appelle des SCP. Chaque anomalie est identifiée par un numéro. Elle fait l'objet d'un dossier détaillé décrivant sa nature, son niveau de danger, les procédures strictes mises en place pour la contenir, et les expériences menées pour mieux la comprendre. L'objectif n'est pas la destruction, l'objectif est le contrôle, car certaines anomalies sont trop dangereuses pour être laissées libres, et trop importantes pour être simplement éliminées. La Fondation possède des sites de confinement à travers le monde, des installations hautement sécurisées protégées par des protocoles militaires. Des équipes spécialisées traquent les phénomènes anormaux, des chercheurs les étudient et du personnel dédié veille à ce qu'aucune information ne fuite vers le public. Car la priorité absolue reste la stabilité de la société. Si le monde apprenait l'existence de certaines anomalies, la panique serait inévitable. La Fondation opère donc dans l'ombre, silencieuse, méthodique, implacable. Son existence repose sur un principe: il y a des choses que l'humanité n'est pas prête à comprendre. Et tant que ces choses existent, la Fondation SCP sera là pour les contenir. C'était une très bonne mise en bouche. Je te jure que j'ai écouté ça comme un podcast. J'avais peur de mal lire. Mais, au sein de la fondation des SCP, il y a plusieurs classes. Les créatures sont classées entre guillemets, c'est pas le bon terme, mais du coup, il y a plusieurs classes, mais les 5 principales, il y a tout d'abord la classe Safe. Un SCP de classe Safe est une anomalie que la Fondation peut contenir facilement. Son fonctionnement est généralement bien compris et il ne présente pas de danger majeur tant que les procédures sont respectées. Cela ne signifie pas qu'il est inoffensif, mais simplement qu'il est stable et maîtrisable. Ensuite, il y a la classe Euclide. La classe Euclide regroupe les anomalies dont le comportement est imprévisible ou mal compris. Elles peuvent être difficiles à contenir car elles réagissent différemment selon les situations. Beaucoup d'entités vivantes ou conscientes entrent dans cette catégorie. La classe Keter. Un SCP de classe Keter est extrêmement difficile à contenir. Il nécessite des mesures de sécurité constantes et complexes. Ces anomalies représentent souvent une menace sérieuse pour la population
ou même pour l'humanité entière si elle s'échappe. La classe Thaumiel. La classe Thaumiel est particulière. Elle concerne des anomalies que la Fondation utilise pour contenir d'autres. Ces SCP sont généralement très confidentiels et stratégiquement importants. Et pour finir, nous avons la classe Apollyon. Un SCP de classe Apollyon est considéré comme impossible à contenir et représente une menace catastrophique ou apocalyptique dans ces cas. La Fondation ne cherche plus vraiment à contenir l'anomalie, mais plutôt à limiter les dégâts. Et je vais te laisser commencer avec, notre premier sujet, notre premier SCP qui n'est d'autre que SCP-055. Donc, je vais commencer, par vous parler d'un SCP un peu particulier. Un SCP qui n'est ni violent, ni le plus impressionnant visuellement. Il est de classe Keter, ce qui signifie donc une anomalie très difficile à contenir ou que ses propriétés sont imprévisibles et dangereuses. Mais probablement l'un des plus dérangeants. Officiellement, la Fondation le classe comme une anomalie contenue. Il est enfermé dans une cellule sécurisée, surveillée en permanence. Des protocoles sont en place, des rapports existent. Donc tout va bien, en théorie. Le problème, c'est que personne ne sait ce qu'est SCP-055. Les chercheurs ont essayé de l'observer, ils sont entrés dans sa cellule, ils ont pris des notes, ils ont enregistré des vidéos. Et à chaque fois, la même chose se produit. Ils oublient. Pas complètement. Ils se souviennent de quelque chose. Ils se souviennent que ce n'est pas une cellule vide, mais ils sont incapables de dire ce que c'est. Certains chercheurs ont tenté une méthode différente. Plutôt que d'écrire ce qu'est SCP-055, ils ont écrit ce qu'il n'est pas. Et le dossier officiel ressemble un peu à ça. SCP-055 n'est pas une sphère, ce n'est pas un cube, ce n'est pas une pyramide ou une entité gazeuse. Ce n'est pas un organisme vivant au sens classique. Mais dès qu'il s'agit de d'écrire une description précise, la mémoire semble glisser, comme si le cerveau refusait l'information. Les caméras de surveillance n'aident pas, les enregistrements sautent, les images deviennent corrompues, ou bien elles montrent simplement une pièce vide. Et pourtant, les capteurs indiquent une masse dans la cellule, quelque chose occupe l'espace. Alors qu'est-ce que c'est? La théorie la plus répandue est que SCP-055 serait une anomalie dite antimémétique. En gros, ce n'est pas qu'on ne peut pas la voir, ce n'est pas qu'il est invisible. C'est que l'esprit humain est incapable de conserver l'information à son sujet. On peut le percevoir, on peut l'analyser, mais on ne peut pas s'en souvenir. C'est comme essayer de retenir un rêve qui s'efface dès le réveil. Et le détail le plus troublant, c'est peut-être celui-ci. La Fondation est absolument certaine que SCP-055 n'est pas une cellule vide. Mais personne ne peut expliquer pourquoi ils en sont si sûrs. Ils savent qu'il y a quelque chose, ils savent qu'ils l'ont étudié, ils savent qu'il est contenu, mais ils ont complètement oublié ce que c'était. Et ça, c'est peut-être le plus effrayant que n'importe quel monstre. Parce que ça veut dire qu'il existe quelque chose que notre esprit refuse ou est incapable de comprendre. Et si SCP-055 était déjà passé dans votre esprit et que vous l'aviez simplement oublié? Ensuite, j'ai une retranscription d'un petit enregistrement qui s'est passé, entre un détenu parce que tout simplement les personnes qui visitent les cellules des SCP sont en général, hem, des détenus qui purgent leur peine ou alors qui sont simplement condamnés à mort. Voilà, exactement. Donc j'ai retranscrit un petit enregistrement avec ce qu'on va appeler Docteur A parce que je n'arrive pas à prononcer son nom et le détenu. Docteur A. Ok, je vais vous poser quelques questions à propos du numéro 55 maintenant. Numéro quoi? L'objet SCP-055, l'objet que vous venez d'examiner. Je sais pas quoi, je sais pas de quoi vous parlez, je pense pas que nous ayons un numéro 55. Ok, alors pouvez-vous me dire ce que vous avez fait ces dernières heures? Quoi? J'étais... Le sujet semble gêné. Je ne sais pas. Ok, alors est-ce que vous vous rappelez que nous étions tous d'accord pour dire que ce n'est pas sphérique? C'était pas rond. Oh, exact. Ce n'était pas rond du tout. L'objet 55 n'est pas rond. Donc vous vous rappelez maintenant? Eh bien non. Je veux dire, je sais que pas ce que c'est, mais je sais que ça existe. C'est quelque chose dont on ne peut pas se souvenir. Et ce n'est pas une sphère. Attendez, qu'est-ce qui n'est pas une sphère? L'objet 55. L'objet quoi? Docteur, vous vous ne souvenez
Vous vous souvenez qu'on était d'accord pour dire que ce n'était pas une sphère? Oh, c'est vrai. Voilà l'enregistrement. Il est un peu plus long, mais je l'ai raccourci, pour éviter que ça dure trop longtemps. Nous allons poursuivre avec le SCP-096. Alors moi, je tiens à préciser que j'ai pas mes histoires, elles ressemblent pas à celles de Emma parce qu'on a travaillé de manière très différente. Du coup, c'est normal, c'est pas raconté de la même façon. Alors SCP-96, qui est de classe Euclide. Il ne crie pas au début. Il pleure. C'est ce que disent les rares enregistrements récupérés. Une créature pâle, décharnée, anormalement grande. Ses bras sont trop longs, ses doigts trop fins. Sa peau semble étirée comme sur ses os, comme du papier humide. Dans sa cellule de confinement, il reste recroquevillé contre le mur, les mains plaquées sur son visage, silencieux, tremblant. Les chercheurs l'appellent 096, mais certains membres du personnel l'appellent le timide. Tout a commencé par une photographie. Un randonneur, quelque part, dans une chaîne de montagnes reculée, prenait des clichés du paysage. Par hasard, à peine quelques pixels perdus dans une image, la silhouette de 096 apparaissait au loin. Le randonneur n'a jamais su ce qu'il avait capturé, mais 096, lui, l'a su. À l'instant précis où les yeux de l'homme se sont posés sur l'image développée, la créature a réagi. Dans son site de confinement, à des centaines de kilomètres de là, 096 a cessé de trembler. Il a commencé à hurler. Un hurlement inhumain. Un son de détresse absolue. Comme si la réalité elle-même l'écorchait vif. Les alarmes ont retenti. Les caméras ont enregistré. Il s'est levé. Aucune porte n'a résisté. Ni l'acier, ni le béton, ni les équipes armées. 096 ne court pas comme un homme. Il se projette, il traverse, il détruit. Rien ne peut le ralentir. Il ne s'arrête que lorsque sa cible est abattue. Des océans sont traversés, des montagnes sont franchies. Le hasard de la distance n'a aucune importance. Si vous voyez son visage, même en photo, même brièvement, il viendra, toujours. Les rapports officiels sont censurés, mais les fragments survivants parlent de violence extrême, d'une rage incontrôlable, comme si 096 cherchait non pas à tuer, mais à effacer l'affront d'avoir été vu. Et une fois le massacre terminé, il s'assoit et retombe dans son coin, et il pleure. Ensuite, j'ai un rapport qui a été fait d'une mission pour tout simplement, j'ai pas les mots, mais pour en gros abattre 096 parce qu'il s'était échappé. Je préviens, ça va être beaucoup censuré parce qu'on a beaucoup d'informations qu'on n'a pas. Du coup, ce sera beaucoup bipé. Et nous allons commencer. Le capitaine. C'est toujours la même merde quand t'es affecté à une mission de récupération initiale. T'as aucune idée de ce dont est capable cette saleté à l'exception des informations que les techniciens sur le terrain ont pu rassembler. Et vous avez de la chance s'ils vous racontent toute l'histoire. Ils nous ont juste dit de neutraliser et marquer. Ils nous ont dit que dalle sur le fait qu'il fallait pas regarder cette saloperie. Pouvez-vous décrire la mission, s'il vous plaît? Ouais, désolé. On avait 2 hélicos, un avec mon équipe et l'autre avec le soutien de Zulu 9.DB, pardon, et du docteur. Nous avons repéré la cible à peu près 2 clics au nord de notre chemin de patrouille. Je suppose qu'il se dirigeait pas dans notre direction. Sinon, ils nous auraient tous massacrés là. Votre rapport mentionne que SCP-096 n'a pas réagi au froid. Il faisait moins degrés. En fait, il faisait moins. Et oui,
Il était à poil et il n'avait pas l'air d'avoir froid. Quoi qu'il en soit, on a atterri, approché la cible et le caporal préparé à lui mettre un sac sur la tête. C'est quand le docteur a appelé. J'ai fait demi-tour pour répondre à son appel et c'est ce qui m'a sauvée. La cible a dû se retourner et toute mon escouade l'a vue. C'est à ce moment-là que SCP-096 est entré dans un état de stress émotionnel immense. Ouais. Désolé. Rien que dire, penser, j'ai eu les jetons pendant une seconde. Ce n'est rien. Ouais, eh bien, j'ai jamais vu son visage. C'était pas le cas de mon escouade, et ils l'ont payé cher. Pouvez-vous le décrire un peu plus en détail, s'il vous plaît? Ouais. Il a commencé à nous hurler dessus et à pleurer. Mais c'était pas comme le cri d'un animal. Ça ressemblait exactement à celui d'une personne. Putain, vraiment, ça foutait la trouille. On a commencé à tirer, puis il a soulevé le caporal et lui a arraché la jambe. Bon Dieu, il nous implorait de venir l'aider. Putain de... En tout cas, on parvenait à arracher des morceaux de sa chair, balle après balle. Ça lui faisait que dalle. J'ai failli y passer quand il a commencé à... C'est à ce moment-là que vous avez ordonné l'utilisation d'un lance-roquette AT-4 HEDT, une arme anti-char. On a commencé à le trimballer depuis que SCP s'était fait la malle. J'en ai vu déchirer le blindage d'un tank comme si c'était rien de plus qu'un mouchoir en papier. Ça a donné le même résultat sur la cible. Y a-t-il eu des dégâts significatifs infligés à SCP-096? Il n'a même pas vacillé d'un putain de poil. Il a continué à massacrer mon escouade avec la moitié du torse arraché. Mais il réagissait aux dégâts. Si c'était le cas, il n'en a rien montré. Il a dû perdre tous ses organes et tout son sang, mais n'avait pas l'air de l'avoir remarqué. Par contre, son squelette était intact. Et il continuait de mettre en pièces mon escouade. Donc, aucun dommage de la structure osseuse. Vous diriez que combien de balles ont été tirées sur SCP-096? Au bas mot, 1 millier. Notre mitrailleur l'a arrosé pendant au moins 20 secondes. 20 putains de secondes. Et il s'est mangé 600 cartouches de calibre 50. On aurait aussi bien pu le cracher dessus pour ce que ça lui a fait. C'est à ce moment-là que Zulu 9.B est arrivé. Ouais. Et mon escouade était morte. Zulu 9.B a réussi à lui mettre un sac sur la tête. Et il s'est juste assis par terre. On est monté dans l'hélico et on l'a ramené ici. Je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas voir son visage. Peut-être que Dieu, Bouddha ou je ne sais qui d'autre pensait que je devais continuer à vivre. Quel enfoiré. Nous avons obtenu une représentation artistique du visage de SCP-096. Voudriez-vous la voir? Vous savez, après avoir entendu les hurlements de cette chose et les cris de mes hommes, je pense pas avoir envie de mettre un visage dessus. Non. Juste, non. Très bien. Je pense que nous avons terminé. Merci, capitaine. Et c'est la fin de l'enregistrement. Elle est terrifiante. En fait, le truc qui me terrifie le plus, c'est vraiment le fait que, même si tu le vois en photo, il vient te chercher. Ouais. Ouais, en fait, ouais. Je me rappelle, c'était celui qui me faisait le plus peur quand j'étais jeune. Enfin, je suis encore jeune, mais quand j'étais petite et que j'ai découvert l'histoire. Et je pouvais pas ne pas en parler dans cet épisode parce que je trouve que, tu vois, Il est hard. Il est hardos. il est très très hard. Et voilà. Je pense peut-être qu'au montage, je mettrai deux trois photos des SCP dont on parle
pour, alors vous inquiétez pas, c'est pas les photos officielles parce que j'ai pas non plus, envie de décéder, mais, comme dit plus tôt, les représentations artistiques, vous ne risquez rien, parce que ce n'est pas une photo de lui. Mais je pense que sur la version YouTube, il y a possibilité que je mette deux trois photos histoire de vous mettre dans le mood. De toute façon, je pense pas que les vraies photos existent, enfin, on ne détient pas les photos sur, le site. Non, faut aller très, très loin dans internet. C'est très bien comme ça, hein. Ouais. Nous pouvons à présent continuer. OK. Alors, je vais vous parler d'un SCP très connu, un des plus connus d'ailleurs qui existe de la Fondation. Un SCP qui parle, qui réfléchit et qui est persuadé de faire le bien. Il est de classe Euclide, donc c'est une anomalie qui n'est pas totalement prévisible, mais elle peut être contenue avec des procédures adaptées. SCP-049 ressemble à un médecin de la peste du Moyen Âge. Grand manteau noir, gants en cuir et ce fameux masque à long bec d'oiseau. Ce n'est pas un costume, les analyses ont montré que son masque et ses vêtements font partie de lui, comme sa véritable peau. SCP-049 est humanoïde. Il parle parfaitement, il peut tenir une conversation calme, posée, presque polie, chose que les chercheurs ont mis plusieurs mois à savoir. Ils ne l'avaient jamais entendu parler avant ce jour. J'ai une petite retranscription de l'enregistrement de la première fois dont il a parlé. SCP-049 parle en français. Il est d'origine, enfin, on estime qu'il est d'origine française puisque la première fois qu'il a commencé à parler, c'était en français. Alors, comment devrions-nous commencer? Une présentation? Docteur B, parce que j'arrive toujours pas à prononcer son nom. C'est du français? Peut-on avoir un traducteur? L'anglais du roi. Nul besoin de traduire, monsieur. Je le parle suffisamment bien. Bien. Je suis le docteur B. Je... Ah, un docteur. Un égal spirituel, sans doute, sans nul doute. Quelle est votre spécialité, monsieur? La cryptobiologie pour un homme de soin, comme moi-même. Quelle heureuse coïncidence! Et dire que je me souciais d'avoir été enlevé par des vulgaires vandales de rue. Il parcourt la pièce du regard. Alors, cet endroit, c'est votre laboratoire? Je m'étais interrogé car il est si propre et porte si peu de traces de la pestilence. La pestilence? Que voulez-vous dire? Le fléau, la mort noire. Allons, vous savez, euh, il se frappe furieusement la tempe. Comment l'appelle-t-il déjà? Bon, laissez tomber. La pestilence, oui. Elle abonde en dehors de ses murs. Vous savez, tant ont succombé et beaucoup plus succomberont tant qu'un traitement parfait ne sera pas mis au point. Il s'adosse à sa chaise. Heureusement, j'en suis très proche. Mon devoir dans la vie est d'en débarrasser le monde, vous voyez? Le remède qui mettra fin à tous les remèdes. Quand vous dites la mort noire, parlez-vous de la peste? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Je vois. Oui, eh bien, les entités que nos agents ont rencontrées dans cette maison, elles étaient mortes et vous les avez croisées, n'est-ce pas? Vous les avez réanimées? D'une certaine manière. Vous voyez les choses trop simplement, docteur. Élargissez votre horizon. Vie et mort, maladie et santé, ce sont là les termes amateurs pour les médecins amateurs. Il n'existe qu'un seul mal dans le monde des hommes, et c'est la pestilence. Et rien d'autre. Ne vous y trompez pas, ils étaient très malades, tous sans exception. Vous pensez avoir guéri ces gens? Tout à fait. Mon traitement est fort efficace. Ceux qu'on a récupérés n'étaient pas humains. Oui, eh bien, ce n'est pas un traitement parfait, mais cela viendra avec le temps et les expériences. J'ai passé une vie entière à mettre au point mes méthodes, docteur B, et j'y passerai une autre s'il le faut. À présent, nous avons assez perdu de temps. Il y a du travail. Je demanderai à mon propre laboratoire où je pourrai continuer mes recherches sans entrave. Et les assistants, évidemment. Bien que je puisse fournir ceci moi-même, en bien peu de temps, dit-il en riant. Je ne sais pas. Je ne pense pas que votre organisation accepterait de balivernes. Nous sommes tous des hommes de science. Quérez votre manteau et amenez-moi à mes quartiers, docteur. Il brandit un bâton pointu. Notre travail commence maintenant. Il a donc une obsession, ce qu'il appelle la pestilence.
Selon lui, une maladie invisible infecte l'humanité, une maladie que personne d'autre ne semble capable d'apercevoir. Quand il regarde quelqu'un, il affirme parfois sentir les symptômes. Et lorsqu'il détecte cette peste, SCP-049 rentre dans son activité d'agitation, car il pense avoir le remède. Son traitement est simple. Il pose sa main sur sa victime et en quelques secondes, la personne meurt. Sans blessure apparente, sans lutte, comme si la vie s'était simplement envolée. Mais le pire arrive après. SCP-049 demande toujours du matériel chirurgical. Il insiste pour pratiquer une opération. La fondation, pour comprendre son comportement, lui fournit parfois des corps. Et après plusieurs heures d'intervention, les cadavres se relèvent, ils reprennent vie. Mais ce ne sont plus vraiment des humains. Ce sont des entités sans parole, sans personnalité, qui obéissent passivement. Des sortes de zombies. SCP-049 affirme que ce sont des patients. Guéri, il semble sincèrement satisfait de son travail. Il ne voit pas ses actions comme des actions violentes. Il pense sauver le monde. Le plus troublant, c'est que lorsqu'il parle de la peste, il paraît réellement convaincu. Il peut expliquer sa théorie pendant des heures. Il semble intelligent, cultivé et rationnel. Mais personne d'autre ne voit cette maladie. Aucune analyse médicale n'a jamais détecté quoi que ce soit d'anormal chez ses victimes avant leur mort. Alors la question reste entière. La peste existe-t-elle vraiment? Ou SCP-049 est-il simplement persuadé d'une menace imaginaire? Il y a cependant un détail inquiétant. Lors d'un entretien, un chercheur aurait ressenti un frisson étrange lorsque SCP-049 l'a observé longuement. Le SCP s'est figé, puis il a murmuré: Vous êtes infecté. Depuis ce jour, le chercheur aurait développé une peur irrationnelle, comme s'il se demandait en permanence: Et s'il avait raison? SCP-049 n'est pas le plus violent des SCP. Il ne tue pas par colère, il ne détruit pas par plaisir, il croit guérir. Damn! Damn. Celui-là, il m'a terrorisée quand j'étais petite. Ah ouais? Ah J'ai pas ouais, je beaucoup me de souviens souvenirs qu'il de m'a celui-là, quand j'étais jeune. Hem, ouais, enfin, le look me faisait peur Mmh. parce que mine de rien, c'est un médecin de la peste, quoi et ils sont pas hyper, ils ont pas le meilleur esthétisme pour, plaire aux enfants. Non, pas vraiment. Tu sais, c'est quoi le pire? C'est que pendant la enfin, c'était pendant je sais plus quelle maladie, il y avait des gens qui avaient essayé de faire un masque qui pourrait plaire aux enfants, genre à l'effigie de Mickey. C'était pire. Ah oui, j'ai vu. C'était pas les masques, pendant une guerre qui était, anti, Oui, c'est ça, c'est ça. c'est ça, parce que t'avais même la sorte de grosse bouche avec, le cache. C'était flippant. Alors, prochain SCP. Alors faut savoir que lui, je l'ai découvert en faisant mes recherches, donc voilà. Nous allons parler de SCP-4666, un SCP de classe Keter. Vous savez, il y a des endroits, très au nord, où l'hiver est si long que la nuit semble ne jamais finir. Là-bas, quand la neige recouvre tout et que le silence devient trop lourd, certaines familles parlent des nuits blanches. Au début, ce n'est rien. Les parents dorment mal. Ils ont l'impression d'être observés. Le bois de la maison craque un peu plus que d'habitude. Les chiens refusent de sortir. Puis les enfants trouvent des cadeaux. Pas des beaux cadeaux brillants, des jouets faits à la main, mal taillés, tordus, fabriqués avec des morceaux de bois humide, de ficelle, parfois pire. Les parents jurent ne pas les avoir achetés. La deuxième nuit, quelqu'un entend des pas dans la neige, lents, lourds, autour de la maison. La troisième nuit, on voit une silhouette.
grande, beaucoup trop grande, maigre, décharnée, ce n'est pas SCP-096, avec des membres anormalement longs. Elle reste immobile, dehors, à regarder les fenêtres. Et le pire, elle ne semble pas s'intéresser aux adultes, seulement aux enfants. Puis arrive la dernière nuit. On retrouve la maison silencieuse, les portes entr'ouvertes, la neige intacte, sauf une longue trace qui s'éloigne vers la forêt. Les parents sont morts, les enfants ont disparu. Et si on suit les traces dans les bois, elles deviennent de plus en plus fines, comme si quelque chose de très maigre, mais très grand, marchait sans jamais s'enfoncer complètement dans la neige. On l'appelle le Yule Man. Et si jamais en hiver, vous entendez des pas autour de votre maison et que vous trouvez un petit jouet que personne n'a acheté, ne regardez pas trop longtemps par la fenêtre, parce que parfois, il regarde en retour. Maintenant, j'ai un témoignage qui n'est pas une retranscription d'une discussion entre un sujet et un docteur. Là, c'est Mmh. plus, un rapport de témoignage. Alors, le 2 janvier 2018, de nombreuses instances de SCP-4666 ont été découvertes dans une résidence familiale à Hoona, Alaska. Suite à l'événement de Westnatch, nos 060198, parmi ces instances, se trouvait SCP-4666 à 0,60. Une poupée grandeur nature, grossièrement fabriquée à partir du corps très amaigri d'un enfant humain, sur lesquels les modifications suivantes ont été effectuées. Une robe faite de différents morceaux de vêtements sales et décolorés a été cousue autour du corps, à plusieurs endroits dans sa peau. La bouche a été cousue en position fermée par un fil fait de tendons humains et les lèvres peintes en rouge avec une solution essentiellement constituée de sang humain. Les ongles des mains d'un autre enfant ont été collés sur ceux du corps avec de la résine de pin. Ils ont été peints avec la même solution à base de sang humain. 3 des doigts du corps sont manquants. L'intégralité du scalp a été retirée et remplacée par celui d'un autre enfant avec des cheveux longs, blonds, cousus directement sur la tête. Les cheveux ont été noués pour former 2 nattes. Les 2 yeux ont été retirés et remplacés par 2 galets ronds placés dans les orbites vides sur lesquelles des yeux ont grossièrement été peints. Après examen par la famille, il s'est avéré que l'enfant qui servait de base à la poupée était encore en vie. Bien qu'inconscient, les autorités en ont été informées et l'enfant héliporté à l'hôpital régional Bartel à Juneau, en Alaska, où elle y a survécu pendant 18 heures. 2 agents de la fondation ont été dépêchés sur place et ont pu interroger le sujet. Après la mort du sujet, le corps a été... Je précise que j'ai pas eu accès à l'interrogatoire du sujet, donc il est dans le rapport, mais j'ai pas trouvé. Donc, après la mort du sujet, le corps a été confisqué par les agents et tous les témoins se sont vus administrer des amnésiques, non, oui, des amnésiques conformément à la procédure. Les analyses ADN ont été révélées que le sujet était Katerina Morozova, 7 ans, une victime continue de SCP-4666,
enlevé le 2 janvier 2016 dans sa résidence familiale à Dubovka, Russie. L'autopsie révélera que la fillette a été extrêmement mal nourrie les 2 ans qui ont suivi son enlèvement, causant un retard de croissance. Elle ne pesait que 15 kilos pour 90 centimètres de haut. De nombreuses brûlures, non, de nombreuses cicatrices et brûlures sont présentes sur sa peau. Elle a subi 2 fractures osseuses au tibia gauche et au cubitus gauche, qui n'ont pas été réduites et qui ne se sont pas guéries correctement. Ses mains étaient très calleuses. La cause de la mort a été attribuée à une défaillance multiviscérale résultant d'une malnutrition grave et continue. Et c'est la fin de cette histoire. J'ai vu que tu as travaillé sur vraiment des trucs gore. Oui, parce que en fait, je voulais ça. J'ai pas tant d'informations sur ce SCP en lui-même, mais en fait, je trouve que ce qu'ils font, ça représente plus enfin, en fait, je voulais un truc qui fait peur et genre parler de eux en soi, je trouve que ça fait moins peur que raconter ce qu'ils ont fait et lui, vraiment, je l'ai trouvé Mmh. last minute et il m'a terrorisée. Je tiens juste à préciser que, ce SCP, son nom «français» entre guillemets, c'est l'homme de Noël. Voilà et c'est OK. Ça perd tout le côté effrayant. Bah non, justement, c'est il vient à Noël Ouais, mais j'arrive pas à le voir. et il fait de la taxidermie avec les autres enfants qu'il a capturés. Il a un musée. Allez, maintenant on va pouvoir continuer avec le SCP. Déjà celui-là, je tiens à dire qu'il est un peu plus long parce que les en gros, ce SCP contient 4 missions en tout. Sur les 4 missions, il y en a que 3 qui sont disponibles. La dernière est tout simplement, secret d'État, j'imagine. Et les missions sont vraiment longues. Mais bon, ça c'est mon dernier SCP. C'est pour ça que j'ai voulu en prendre un plus long et en plus de ça, c'est mon préféré. C'est celui qui m'a marqué énormément quand j'étais petite et je sais pas pourquoi, j'ai une attache particulière à celui-là, mais c'est pas donc, je vais vous parler d'un endroit. Pas d'un monstre, au sens classique, pas d'une créature qui court après ses victimes, mais d'un lieu qui transforme quelque chose de banal en une expérience profondément angoissante. Il s'agit de SCP-087. Il est de classe Euclide. Cela signifie que l'anomalie est imprévisible, mais qu'elle peut être contenue dans certaines mesures, comme pour celui d'avant. SCP-096 se trouve derrière une simple porte en métal dans un ancien bâtiment universitaire, aujourd'hui sous le contrôle de la Fondation. La porte n'a rien d'inhabituel, pas de symbole étrange, pas d'énergie détectable, juste une porte. Mais quand on l'ouvre, il y a une cage d'escalier en béton. Les murs sont gris, bruts, légèrement humides, l'odeur est froide, poussiéreuse, la peinture s'écaille par endroits. Et l'escalier descend. Il n'y a pas d'ascenseur, pas de fenêtre, pas de source de lumière naturelle. Seulement des marches qui tournent en spirale étage après étage. Au début, la Fondation a cru que c'était un simple défaut architectural. Mais très vite, quelque chose est devenu évident. La lumière ne fonctionne pas à l'intérieur, ou fonctionne très mal. Même avec des lampes industrielles puissantes, la visibilité reste étrangement réduite, comme si l'obscurité absorbait la lumière. Tout simplement, il y a 9 escaliers par plateforme et même la plus grande des lumières n'éclaire que les 9 escaliers. Elle n'éclairera jamais plus loin. Et ça, peu importe la lumière. Les premiers agents envoyés ont descendu plusieurs étages, 5, 10, 20, toujours la même structure, toujours le même béton, toujours le même silence. Et puis, ils ont entendu un bruit, des pleurs, la voix d'un enfant, un enfant qui semble effrayé, qui demande à l'aide, qui répète qu'il a mal. Le son vient d'en bas, toujours d'en bas. Je vais donc maintenant vous lire l'extrait de la première mission effectuée. Donc nous avons D8
D8432 est un homme caucasien, âgé de 43 ans, de corpulence et d'apparence moyenne, sans antécédents psychologiques remarquables. Il a été rétrogradé en classe D à cause d'une mauvaise manipulation de D8432 est équipé d'une lampe de poche de 75 watts avec une batterie d'une durée de vie de 24 heures, un caméscope avec des flux de transmission et un casque audio pour communiquer avec le docteur C. Celui-là, on n'a pas de nom. D8432 marche de la porte vers la plateforme initiée. Malgré la puissance, la lampe de poche n'illumine que les 9 premières marches. La seconde plateforme n'est pas visible. C'est putain de sombre. Votre lampe de poche fonctionne-t-elle correctement? D8432 se retourne et éclaire le couloir du bâtiment. La lumière éclaire sur une bien plus grande distance. Ouais, ça marche. C'est juste que ça n'éclaire pas les marches jusqu'en bas. Merci. Veuillez continuer. D8432 descend 13 marches avant d'atteindre la seconde plateforme. La plateforme est en demi-cercle avec une surface et des murs en béton. Il n'y a pas de marque distincte en dehors de quelques taches de poussière, de saleté et d'usure. Le tout similaire à ce qui se trouve dans un escalier de béton normal. D8432 tourne de 180 degrés pour commencer à descendre la lumière de série de marches, puis s'arrête. Quelle est la raison de votre arrêt? Vous entendez ça? Il y a un putain d'enfant en bas, enfin on dirait. Le son des cris n'est pas entendu à travers la caméra ou le micro. Pouvez-vous décrire le son, je vous prie? C'est jeune, soit une fille, soit un très jeune garçon. Ça pleure, sanglote et dit « S'il vous plaît, à l'aide, s'il vous plaît ». Ouais, ça fait que répéter ça en pleurant. Pouvez-vous estimer sa distance depuis l'endroit où vous êtes maintenant? Merde, je sais pas, peut-être 200 mètres en dessous? Veuillez continuer. Le sujet descend 13 autres marches lorsqu'il atteint la plateforme. Le bruit d'enfant décrit précédemment devient audible. Celui-ci alterne entre des sanglots, des gémissements et les mots s'il vous plaît, à l'aide et en bas. Le niveau sonore est le même que celui décrit par D8432 comme 200 mètres en dessous. Pouvez-vous toujours entendre les pleurs? Ouais, nous les entendons aussi. Veuillez continuer, arrêtez-vous si vous remarquez un changement sonore ou dans l'environnement. Le sujet descend encore 3 séries de marches avant de s'arrêter. Je continue. S'il vous plaît. D8432 continue pour 17 séries de marches, pour un total de 22, avant de s'arrêter. Il n'y a pas de changement visuel dans l'environnement, et chaque série de marches est composée de 13 marches. Je suis pas plus près de l'enfant, Doc. La piste audio confirme que les bruits des pleurs n'a pas augmenté de volume et reste approximativement à 200 mètres sous le sujet. Notez. Continuez, s'il vous plaît. Le sujet continue encore 28 séries de marches avant de s'arrêter, 50 séries au total. D8432 se tient sur la 51e plateforme en comptant la toute première. D8432 est environ 200 mètres en dessous de celle-ci. 34 minutes se sont écoulées. Le volume sonore des pleurs n'a pas augmenté. Je me sens un peu mal à l'aise. Vous avez passé un certain temps dans un escalier sombre et inconnu. C'est normal. Veuillez continuer. Le sujet hésite avant de s'engager dans l'escalier. Pendant que le sujet avance, la lampe de poche illumine un visage situé approximativement au pied de la série de marches. Il s'agit de SCP-087-1. Il semble être de la même taille et forme qu'une tête humaine, à l'exception d'une absence de bouche, narine et pupille. Le visage ne bouge absolument pas, mais établit un contact direct, indiquant qu'il a conscience de la présence de D8432. Putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? Merde, putain de bordel de merde, c'est quoi cette saloperie? Veuillez décrire ce que vous voyez. C'est une sorte de putain de visage d'une putain de personne et ça me regarde directement. Putain, 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 ça me regarde moi. Est-ce que ça bouge? Non, ça me fixe juste. Putain, qu'est-ce que c'est? Ça fait peur. Veuillez vous approcher et illuminer plus clairement l'entité. Merde, 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 je veux pas. Le visage se propulse soudain à peu près 50 cm de D8432. Putain, 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 putain.
D 8432 dans un état de panique et remonte rapidement SCP-087. D 8432 atteint le rez-de-chaussée en 18 minutes, là où il s'évanouit. Il n'y a pas de signe de SCP-087-1 en visionnant la vidéo. Il est établi qu'autant de marches ont été descendues que remontées. Le son des pleurs et des gémissements reste au même volume jusqu'à la dernière marche où il s'arrête. Le rapport médical indique que l'évanouissement était le résultat d'une trop rapide montée des escaliers et d'une fatigue engendrée. Il faut savoir qu'aucune exploration sur les 3 disponibles n'a jamais atteint le fond. Certaines ont été arrêtées par ordre direct, d'autres par effondrement psychologique des sujets. Et le plus troublant, c'est que les pleurs ne cessent jamais. Ils semblent enregistrer toujours la même détresse, toujours la même intensité, mais aucune variation réelle. Ce qui soulève une hypothèse inquiétante. Et si les pleurs n'étaient pas ceux d'un enfant? Et si c'était un mécanisme, un appât, une façon d'attirer les gens toujours plus bas? Parce que SCP-087 n'attaque pas directement. Il invite, il attire, il promet qu'il y a quelqu'un à sauver, et il joue avec un instinct humain très profond, celui d'aider. SCP-087 n'est pas effrayant parce qu'il montre quelque chose. Il est effrayant parce qu'il enlève les repères, parce qu'il transforme une action simple, descendre un escalier, en une descente vers l'inconnu. Sans fin visible, sans certitude, juste des marches, encore et encore. Et quelque part dans le noir, un enfant pleure toujours. Mais peut-être que ce n'est pas un enfant. Peut-être que c'est l'escalier lui-même. Je ne vais pas vous raconter la mission 2, tout simplement parce que elle est très similaire à la première. Il n'y a pas grand-chose qu'à changer. Mais je vais vous raconter la 3, qui est un peu plus intéressante. D 9884 est une femme de 23 ans, de corpulence et d'apparence moyenne. Son passé psychologique indique une période de dépression. Il arrive au sujet de recourir à la force excessive pour... Le sujet est équipé d'une lampe de poche de 75 watts avec une batterie capable de durer 24 heures, un caméscope avec un flux de transmission et un casque audio pour communiquer avec le docteur C. Le sujet est aussi équipé d'un sac à dos contenant 1 litre d'eau, 15 barres de nutriments et une couverture de survie. Il se tient sur le rez-de-chaussée de SCP-087. La lampe de poche n'illumine que les 9 premières marches. Les LED placés sur le mur durant la dernière exploration ne sont pas visibles parce que dans l'exploration 2, le sujet a tout simplement accroché des petites lampes sur toutes les plateformes. Donc elles ne sont plus visibles. Veuillez descendre la première série de marches et examiner le mur de la plateforme. Le sujet descend 13 marches et s'arrête sur la plateforme. Il n'y a aucune trace de lumière LED, là où l'exploration numéro 2 montre qu'elle était placée. Ouais, c'est juste un mur en béton sale. Y a genre rien du tout dessus. Non, attendez, ça colle un petit peu juste là. Le sujet indique le point sur le mur où la LED aurait dû être. Il y a un enfant qui pleure en bas. Elle, elle demande à l'aide et elle pleure. Merci. Veuillez continuer jusqu'à ce que vous remarquiez quoi que ce soit d'inhabituel. Le sujet descend. En atteignant la prochaine plateforme, le son de l'enfant qui pleure est le même que les 2 explorations précédentes, est entendu sur la piste audio. Aucune lumière LED n'est présente sur les murs des plateformes. Le sujet continue sans problème jusqu'à atteindre la 17e plateforme. Burk, il y a quelque chose là sur le sol. Ça sent super mauvais. Ça colle et c'est collé sur ma chaussure. Ah, c'est dégoûtant. La vidéo confirme la présence d'une substance occupant un espace d'environ 50 cm de diamètre. Pouvez-vous décrire l'odeur? Euh, Ça sent un peu comme du métal rouillé et de l'urine. Merci. Veuillez continuer. Le sujet continue jusqu'à la 51e plateforme, sans problème. La 51e plateforme n'a pas changé depuis la dernière expédition et les mêmes observations sont faites. Le docteur demande à nouveau au sujet de continuer jusqu'à ce qu'elle remarque quoi que ce soit d'inhabituel. Le sujet continue sa descente jusqu'à la 89e plateforme. La vidéo est secouée et le sujet crie. Ah putain! Il y a un trou dans le sol et je suis presque tombé dedans. La vidéo confirme la présence d'un trou d'approximativement 1 mètre de diamètre. Le sujet dirige la lumière vers sa lampe dans le trou, révélant uniquement de la noirceur. Approximativement 4 secondes passent et la lumière
et une lumière à une distance interminée s'allume pendant environ 2 secondes puis s'éteint. Il y avait une lumière en bas. Elle est plus là. Mais elle était là pendant genre une seconde. Vous l'avez vue? Oui. Pouvez-vous estimer la profondeur du trou? Non, c'est trop profond. Au moins 1 kilomètre. Genre bien plus qu'1 kilomètre. Merci. Entendez-vous toujours les bruits de l'enfant? Ouais, on dirait qu'elle est loin, mais j'ai pas l'impression que je me rapproche. C'est comme si à chaque fois que je descends une marche, elle en descend une aussi. Veuillez continuer jusqu'à ce que vous remarquiez quoi que ce soit d'inhabituel. Le sujet continue de descendre SCP-087 pendant à peu près 1 heure, traversant 164 plateformes. Elle s'arrête pour se reposer sur la 253e plateforme, consumant une barre de nutriments et quelques gorgées d'eau. Le sujet est approximativement à 1,1 km sous la plateforme initiale, et le volume des pleurs n'a pas changé. Après 4 minutes de pause, le sujet continue sa descente, ne s'arrêtant pas pendant 216 séries de marches. 1 heure et demie plus tard, le sujet est sur la 469e plateforme, à peu près 1,8 km sous le rez-de-chaussée. J'arrive nulle part, hein. Je pense que c'est l'heure de remonter, je veux dire, aller en bas c'est une chose, mais il y a une grande ascension derrière. Nous vous avons donné de la nourriture et de l'eau et une couverture pour rester 24 heures ici. Veuillez continuer. Non, je pense que je vais remonter. Le sujet se retourne vers la série de marches. Je... SCP-087-1. Le visage est directement derrière le sujet, bloquant sa montée. Le visage apparaît approximativement 30 centimètres de la caméra. Ses yeux sont fixés directement sur la lentille, cette fois ne regardant pas le sujet, mais la personne qui regarde la vidéo. La vidéo glitch et frise pendant 4 secondes, accompagnée d'un bruit de crissement statique. Puis la vidéo revient, secouée, au sujet qui descend les escaliers rapidement. Ça me suivait, c'était tout le temps derrière moi. Oh mon Dieu, c'est juste derrière moi, ça me regardait en face. Docteur, s'il vous plaît, faites quelque chose, aidez-moi. Oh mon Dieu, s'il vous plaît, enlevez ça, s'il vous plaît, enlevez-le. Je ne savais pas que ça me suivait. Aidez-moi, faites-le partir. Ça me regardait, ça me fixait, je ne savais pas que c'était là. Le sujet continue de crier et de supplier hystériquement tandis qu'elle descend rapidement les escaliers. Le bruit crissement précédent entendu semble surpasser la communication audio. Et derrière le son original, de l'enfant qui pleure peut toujours être entendu. Approximativement 14 séries de marches après, la vidéo change pour remonter la zone derrière le sujet. Le visage est maintenant à peu près 20 centimètres de la caméra. Il ne fixe pas le sujet, on dirait qu'il est toujours fixé sur la lentille de la caméra, donnant l'illusion qu'il établit un contact visuel avec la personne qui regarde la vidéo. Il est important de noter que depuis la vue de SCP-087-1, le son de la fille qui pleure et qui supplie a augmenté de volume, indiquant que le sujet approche de sa source. Après approximativement 150 séries de marches en panique, avec 3 confirmations visuelles de SCP-087-1 toujours en train de poursuivre le sujet, elle trébuche et semble tomber inconsciente. La communication audio indique une forte proximité de la source des pleurs. Le bruit statique des crissements continue. La vidéo montre ensuite encore une autre descente d'une série de marches, indiquant que le sujet n'a toujours pas atteint la base des escaliers. 12 secondes sans mouvement passent, avant que le visage ne vienne en vue complète de la caméra. Le contact visuel établi directement avec le téléspectateur. La communication visuelle et audio se coupent et aucune connexion n'est rétablie. C'est la fin. Celui-là, il est un peu dur à comprendre. Je trouve que la dernière mission est un peu compliquée à comprendre parce qu'il y a beaucoup de lettres, il y a beaucoup de mots, mais j'espère que ça a été compréhensible quand même. En fait, le truc avec ce SCP, c'est est-ce que le SCP, c'est l'escalier en lui-même ou est-ce que c'est juste une façon de cacher qui est le véritable SCP? C'est ça. Est-ce que le vrai SCP, c'est pas SCP-087-1? Est-ce que c'est pas ce qu'on imagine être l'enfant en bas des escaliers? Mmh. Ouais, Ça peut être plein de c'est choses. il y a un gros mystère autour et en vrai, je veux savoir c'est quoi ce SCP, au final? Il y a pas une mise à jour sur ce SCP Mmh. depuis très longtemps.
J'aurais tellement aimé avoir accès à la dernière. Nous allons désormais procéder à la toute dernière histoire de cette vidéo, qui n'est autre que le SCP-106, aussi appelé le vieil homme. C'est un SCP de classe Keter. Je ne repréciserai pas ce que c'est. Vous êtes censé avoir écouté le début de la vidéo. Alors, on dit que certains monstres hurlent, qu'ils frappent, qu'ils annoncent leur présence par la violence. Mais lui préfère le silence. Tout commence toujours de la même manière. L'air devient plus lourd, presque humide, comme si la pièce avait respiré trop longtemps sans jamais expirer. Une odeur de métal rouillé s'installe, subtile au début, puis persistante, invasive. Ceux qui la reconnaissent savent déjà qu'il est trop tard. Les murs se couvrent alors d'une pellicule sombre, visqueuse, qui s'étire lentement vers le sol. Le béton ne se fissure pas, il ramollit, il cède comme de la chair fatiguée. Et puis, une main apparaît. Elle traverse la surface solide sans effort, comme si la matière n'était qu'un voile fragile. Les doigts sont anormalement longs. J'ai un problème avec les doigts anormalement longs, hein. C'est sur les 2 autres SCP, ils avaient des doigts anormalement longs. La peau pend en lambeaux sombres, suintant, comme si le corps entier était en décomposition, mais encore parfaitement vivant. Il ne se précipite jamais. Il émerge, lentement, d'abord la tête inclinée sur le côté, puis les épaules, puis cette silhouette voûtée qui semble porter le poids d'un âge impossible. Ses yeux sont pâles, presque vides, mais ils regardent. Ils comprennent. SCP-106 marche. Pas vite, mais pas lentement non plus. Juste assez pour que vous entendiez chacun de ses pas humides résonner derrière vous. Il ne court pas, parce qu'il n'a pas besoin de courir. Les portes ne l'arrêtent pas, les murs ne le bloquent pas. Même le sol peut s'ouvrir s'il le décide. Fuir face à lui, c'est comme essayer d'échapper à une ombre qui aurait appris à penser. Et lorsqu'il vous touche, ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. Le monde bascule sans transition. Le sol disparaît sous vos pieds, avalé par une obscurité visqueuse, et vous tombez dans un endroit qui ne devrait pas exister. Un couloir métallique infini, éclairé par une lumière grise sans source. Les murs semblent respirer, lentement, comme les parois internes d'un organisme gigantesque. Chaque pas résonne trop fort. Chaque souffle semble emprunté. Il n'y a pas de sortie. Il y a des intersections, des escaliers, des salles vides, mais pas de sortie. Le temps s'y déforme. Quelques minutes peuvent devenir des heures peuvent sembler des jours, la faim arrive, la soif aussi. Mais le pire, c'est l'attente. Parce qu'il n'est jamais loin. Parfois vous l'apercevez au bout d'un couloir, immobile, à vous observer. Il incline légèrement la tête, presque curieux, puis il disparaît. Il vous laisse espérer, il vous laisse croire que vous pouvez trouver un passage, un refuge, une logique. Puis il revient. Pas pour vous tuer immédiatement, pour tester. Un mur qui se resserre soudainement, un sol qui devient tranchant, une douleur vive, précise, puis plus rien. Comme s'il voulait comprendre combien de temps l'esprit humain peut tenir avant de se briser. Comme s'il collectionnait la peur, la distillait, la savourait. Et parfois il vous relâche.
Et on retrouve alors des survivants, du moins ce qu'il en reste. Leurs corps sont marqués, vieillis, comme s'ils avaient traversé des semaines d'enfer en quelques heures. Mais ce sont leurs yeux qui terrifient le plus. Ils fixent quelque chose que nous ne pouvons pas voir. Ils murmurent des phrases incomplètes. Certaines répètent simplement il attendait, il attendait, il attendait. D'autres supplient qu'on ne les laisse pas seuls dans une pièce avec des murs. Parce ils savent que les murs ne sont pas des barrières. Ce sont des portes, et que quelque part, juste là derrière, quelque chose pourrait être en train d'écouter votre respiration. Il n'est pas pressé, il a tout son temps. Un jour, quand le silence sera un peu trop long, quand l'odeur de rouille reviendra sans raison, quand le mur derrière vous semblera légèrement plus sombre que d'habitude, il passera à travers, lentement. Après, j'ai pas de rapport de sujet ou d'interrogatoire de sujets qui auraient été exposés à SCP-106. Je pense que c'est des données qui sont complètement supprimées. Mais j'ai quelques infos supplémentaires. SCP-106 semble passer par des longues périodes de sommeil, pendant lesquelles il restera parfaitement immobile pendant un maximum de 3 mois. La cause est inconnue, mais il a été démontré que cela semble être utilisé comme un leurre tactique. SCP-106 sortira de cet état dans un état très agité et va attaquer, enlever le personnel et causer des dommages, violents à sa cellule de confinement et au site dans son ensemble. Le protocole de rappel SCP semble chasser et attaquer par plaisir et non par faim. SCP-106 va attaquer et recueillir ses proies multiples au cours d'une période de chasse, en gardant de nombreuses proies vivantes dans la dimension de poche durant de longues périodes. SCP-106 n'a pas de limite déterminable et semble recueillir un nombre aléatoire de proies lors d'une période de chasse. La dimension de poche semble être uniquement accessible par SCP-106. Les appareils d'enregistrement et de transmission fonctionnent toujours à l'intérieur de cette dimension. Bien que les enregistrements et les transmissions soient très dégradés, il semble que SCP-106 joue avec les proies capturées et qu'il ait le plein contrôle du temps, de l'espace et de la perception à l'intérieur de cette dimension. Faut savoir que SCP-106, il est... En fait, je comprends pas pourquoi il est dans la classe qui est... Enfin, oui et non. Mais en fait, il est ultra compliqué à retenir. Parce que comme il traverse tout, c'est c'est globalement compliqué. Voilà, j'espère que... Ouais. Y a pas vraiment de rapport. Enfin, comme personne n'a accès à cette dimension de poche, il n'y a pas de... Personne n'a pu constater les dégâts sur les personnes décédées. Mais je pense qu'on peut tous imaginer à quel point les meurtres doivent être horribles. Bah, c'est tout simplement, un endroit très girly et très, j'imagine un peu ça comme ça avec des Ah mais paillettes. hyper girly pop. Mais c'est Girlhood! Mais genre quand tu rentres là-dedans, ils t'offrent une sucette et ils te disent meuf, on va faire un podcast. J'essaye On vient de de tout gâcher. non, mais en fait, j'essaye de me rechi parce que je suis mal. Je suis vraiment genre, j'ai vraiment l'impression d'avoir regardé un film d'horreur, je suis vraiment mal, j'ai les mains moites et tout, c'est J'ai bien raconté? ouais, franchement, j'étais à fond dedans. Yay! On espère que cet épisode vous a plu. Franchement, 1h12 quand même, hein. Bah, franchement, mes histoires me paraissaient hyper courtes au début, au final, Ouais, moi ça aussi. va. C'est ça on rentre dans les temps. Hem,
vu la vu comment l'univers des SCP est vaste, si l'épisode il vous a plu, on en refera d'autres. Ouais, parce que c'est super intéressant. Ben déjà nous on adore parce que, ben on a quand même grandi une partie avec ça. C'est quand même et c'est hyper intéressant et je veux pas de personnes, hyper cartésiennes en mode: «Oui, mais ça existe pas vraiment». Bah, en fait, on sait pas. En fait, il y a un peu 2 théories sur, la fondation SCP. La première, c'est que c'est complètement, fictif et que Mmh. ça a été inventé par des gens et que si c'est le cas, bah, ça a été extrêmement bien fait, hein. Et une autre théorie un peu plus, «folle» entre guillemets est tout simplement le fait de faire passer ça pour de la fiction pour que le gouvernement puisse plus facilement cacher ça auprès, du public et communiquer tout simplement plus facilement entre eux, vu que la fondation SCP est basée sur, le monde entier. Mais moi, en fait, j'ai envie de dire avec tout ce qu'on sait pas et tout ce qu'on apprend sur le monde au fur et à mesure des années, il y a tellement de en fait, il y a des SCP où c'est très probable et d'autres où bon. En fait, je pense qu'il y a justement un truc qui a été mêlé, en fait, entre fiction Mmh. et réel. Donc il y a des SCP qui sont complètement fictifs. Par exemple, le destructeur des mondes, moi j'y crois pas. Non, moi non plus. Seulement, il y en a où, bah, peut-être, tu vois, on sait pas. C'est possible. Bah, dans tous les cas, de toute Voilà, hein. façon, que les auditeurs, vous y croyez ou non, que vous pensez que c'est fictif ou non, nous, on est juste là pour raconter, les histoires Ouais, parce qu'on kiffe. Donc on n'a pas, enfin, votre avis, c'est votre avis, ça sert à rien de juste donner de la haine, si vous y croyez pas. Si ouais. vous y croyez pas, prenez tout simplement en compte que c'est fictif et que c'est quelqu'un qui a inventé les histoires et voilà. Mm. En fait, c'est aussi se dire, en fait, si les SCP sont pas réels, on considère ça comme des creepypasta. Et une chose qui est une creepypasta, mais qui, si elle est réelle, deviendrait complètement un SCP, c'est les backrooms. Les backrooms, c'est une creepypasta à la base. Ce n'est pas Grave. censé être réel. Mais si les backrooms sont réels, c'est des SCP. C'est un SCP. Mais je pense que ça rentrerait tellement dans les SCP, genre ça a toutes les catég tout pour. On espère que l'épisode vous a plu. On espère que, bah, ce soir, vous allez galérer à dormir. J'espère que vous avez un peu frissonné, que vous avez aimé la façon dont on a conté les histoires. Et puis, on espère que ça vous plaira et que vous en redemanderez parce que on a, quand même je pense qu'on a très envie de refaire des épisodes de ce style. Ah mais grave, mais s'il faut, j'en ai déjà en tête, hein. Ouais, moi aussi. Donc voilà, si hésitez pas à nous le dire, si vous aimez en commentaire. Arrêtez d'aller nous DM sur Insta, pour le buzz, il faut mettre des commentaires. Mettez des commentaires et des pouces bleus. Voilà et souhaitez-moi mon anniversaire en commentaire. Voilà et sur ce, au revoir! Bisous, bisous.